Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Lorsque nous avions couvert le crash de l'UPS 2976, c'était le 4 novembre dernier à Louisville. Il décollait alors pour Honolulu avec un MD-11F, 3 membres d'équipage à bord. On avait parlé de la notion d'équation impossible. En tant que pilote, votre objectif c'est de gérer le projet, gérer le vol, et pendant ce vol, tel une équation, il va y avoir des variables et votre objectif est de réussir à résoudre l'équation pour qu'en toute sécurité, on puisse revenir sur le plancher des vaches, si possible à destination et à l'heure. Je terminais la vidéo en demandant s'il n'avait pas eu une équation impossible, et avec ce rapport préliminaire du NTSB, sorti seulement 15 jours après l'accident, ce qui est extrêmement rare, extrêmement véloce. Il faut savoir quand même que le NTSB envoyait 28 staffs sur place. Eh bien, on apprend tout simplement qu'il s'agissait bel et bien d'une équation impossible. On a également vu ces images assez incroyables qui nous proviennent de caméras de surveillance de l'aéroport. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de plonger dans ce rapport préliminaire, qui est un rapport, il faut le rappeler, modifiable, mais au vu des images, au vu des premières conclusions, le NTSB montre bien que c'est au niveau de l'accroche entre le pylône, entre le mât moteur et l'aile, à la partie arrière, qu'il y a eu des fissures de fatigue, puis une rupture, un overstress, qui a amené au départ du moteur et du pylône du côté gauche, ce qui a, malheureusement au passage, également impacté le moteur numéro 2, créant l'équation impossible après la vitesse de rotation. Jingle. Roger, ball. 4 novembre 2025, 17h13, 3 membres à bord, et malheureusement il va y avoir 3 décès à bord, mais également 11 décès au sol, dont par exemple une petite fillette de 3 ans et son grand-père. 23 autres personnes vont également être blessées, et l'avion appartenait à UPS, la deuxième compagnie de fret des États-Unis derrière FedEx. Ils avaient déjà connu 2 accidents mortels dans leur histoire, une compagnie qui a néanmoins très bonne culture de la sécurité, une très bonne réputation. L'UMD-11FF pour fret avait 34 ans. Initialement, le premier client, c'était Thai Airways en 91. Il est passé cargo, c'est une modification. Il a été vendu à UPS, c'était en 2006. Cet avion totalisait 21 043 cycles. On va voir comment à 28 ou 29 000, il y avait un cycle de maintenance particulier prévu. Il y avait 92 992 heures de vol. C'est pas rien. La propulsion, c'était des moteurs General Electric, les CF6. Alors, il y en avait 3 et ces CF6, vous allez les retrouver sur des petites modifications, mais sur Airbus A300, 310, 330, 47, 767, C2, C5, DC-10, MD-11, et également, ça c'est moins connu, on va retrouver ces moteurs dans l'industrie, que ce soit en fait des turbines à gaz industrielles ou marines, par exemple la LM6000 qui produit 54 000 chevaux. Comme on l'avait dit la dernière fois, il y a déjà eu des cas un petit peu similaires dans l'histoire de l'aérien, en 1973 avec National Airlines, en 1979 avec American Airlines, le vol 191. D'ailleurs, dans le rapport préliminaire du NTSB, tout à la fin, ils en parlent. Et c'était également de la CF6 en 89 sur le vol United Airlines 232, dont on parle longuement dans le livre Crash, parce que c'est un accident qui a marqué l'histoire du crew resource management, du travail en équipage, montrant à tout le monde que ça fonctionne. Le 4 novembre aux commandes, nous avions un commandant de bord de 57 ans, 8600 heures de vol, lieutenant-colonel, également lieutenant-colonel dans l'armée, avec 4918 heures sur type, quelqu'un de très expérimenté. Son copilote, 45 ans, 9200 heures, dont près de 1000 heures sur type. Et le troisième homme, qu'on appelle des fois le RP, le relève pilot, mais toute qualif, 62 ans, 15 250 heures, dont près de 9000 sur type. C'est énorme. Les conditions météo, un vent faible, sineux, 12 km/h, visibilité 16 km. Et ce qu'il faut savoir au niveau des enquêteurs, c'est qu'il y a eu l'AFA, donc l'autorité
aéronautique, UPS, Boeing, car le McDonnell Douglas, maintenant c'est devenu Boeing, ça a été racheté. Des syndicats de pilotes également, forcément GE. Au niveau des images, voilà ce que l'on voit. Au moment de la rotation, comme on l'a expliqué la dernière fois, donc vous avez votre prise de décision, c'est V1, on poursuit ou pas. VR, on commence à tirer sur le manche, on fait cette rotation. Au moment de cette rotation, c'est là où la force est la plus intense au niveau des pylônes. Donc pourquoi? Parce que vous avez vos moteurs qui tournent. Ces énormes hélices en fait qui tournent, ça brasse et au moment de la rotation, vous avez un couple gyroscopique. Si vous faites de l'avion léger ou de la voltige, vous connaissez ces fameux couples gyroscopiques. Bien là, au moment où on va tirer, il y a ce couple gyroscopique qui fait que le moteur a envie de partir vers la droite. Et donc, au moment de la rotation, à l'apex, au maximum de la force, vous avez rupture au niveau de l'accroche arrière du pylône entre le pylône et l'aile. Le moteur et le mât et le pylône s'arrachent. Du fait de cette force gyroscopique, partent vers le haut et vers la droite, toujours avec cet effort gyroscopique, initialement sans incendie. Très rapidement, départ de feu au niveau du moteur qui, et là on suppute, a probablement perdu des morceaux puisque le moteur numéro 2, le moteur central, a été endommagé et s'est mis à avoir un décrochage compresseur. Donc que ce soit à cause du flux d'air et ou à cause de petits morceaux provenant du mouvement du moteur 1 qui passe au-dessus, qui fait une sorte de fuzzberry au-dessus du fuselage, eh bien il y a eu perte du moteur 2, amenant en fait l'équation impossible, car un trimoteur avec deux moteurs, il peut décoller. Avec un seul moteur, il ne peut pas décoller. Ensuite, dans la foulée, on a un départ incendie au niveau là où était le mât de suspension, là où était le moteur au niveau de l'aile. L'avion va au maximum monter à quelques mètres. D'après les données transpondeurs, environ 100 pieds sol, mais en fait c'est maximum environ 6 à 10 mètres sol. Le train va rester en bas. On ne sait pas pour le moment s'il y a une action de l'équipage à voir rentrer le train, et si par exemple pour des raisons hydrauliques, le train n'a pas bougé. Donc l'avion s'est retrouvé dans sa configuration. Ils ont réussi à passer la clôture de bout de piste. Malheureusement derrière, le train gauche a touché le bâtiment d'UPS. UPS Supply Chain sur environ 90 mètres avant que son aile gauche ne touche les réservoirs du Kentucky Petroleum Recycling. Et là, c'est ce qui a amené le gros départ vers la gauche. Donc l'avion était stable en termes de contrôle de vol. Ils ont réussi à maintenir la stabilité de l'avion jusqu'à ce que cette aile gauche touche les réservoirs. Ça part en roulis à gauche et ça s'est écrasé sur un parking de semi-remorque et également sur une casse automobile où il y avait du monde. Au niveau de ces images, vous voyez comment fonctionnent les fixations. Donc vous avez le moteur qui est bien accroché à son mât à plusieurs endroits, deux endroits là, vraiment avant-arrière. Vous avez également le mât qui est accroché au-dessous de l'aile. Au niveau de cette accroche, vous avez la partie avant, la partie arrière. C'est la partie arrière qui a été arrachée. Quand on regarde un petit peu dans le détail, on voit bien qu'entre le mât et entre l'aile, on a une cloison avant et qu'à chaque fois on a une sorte de palier sphérique pour les accroches. On a également les bielles de poussée, donc des points d'appui pour transmettre la poussée du réacteur vers l'avion. Et après, on a la cloison arrière. Sur ces images, vous voyez comment la partie arrière a complètement été décapitée, a perdu 50% de sa surface. Et c'est donc ça qui a amené le départ du mât et du réacteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ces pièces doivent être de temps en temps vérifiées et que la prochaine révision pour cette partie-là était prévue à 28 000 cycles pour certains morceaux, à 29 200 cycles pour d'autres. Et là, la machine avait 21 043 cycles. Forcément, la flotte a été arrêtée. Il y a eu un bulletin spécial émis par l'autorité qui dit que sans faire certains types d'inspections, les avions ne peuvent pas revoler. Il s'agit du rapport préliminaire. Il est modifiable, il peut changer, même si d'un point de vue structurel, il est peu probable qu'il y ait des modifications. Par contre, dans le rapport final, nous en saurons plus sur ce qui sort des boîtes noires, que ce soit d'un point de vue audio ou d'un point de vue data, et notamment les actions des pilotes pour essayer de résoudre cette équation impossible. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo spécifique sur l'American Airlines 191 qui avait perdu son moteur, ce qui avait amené la mort de 273 personnes au décollage de Chicago. Attention néanmoins, dans le cas de l'American Airlines 191, c'était clairement un souci de maintenance, une opération de maintenance d'American Airlines qui n'avait pas tout à fait été bien faite, il avait un peu coupé dans les virages. Là, nous sommes sur une rupture de fatigue avec des signes de stress. À l'heure actuelle,
dans le rapport préliminaire, la maintenance du PS n'est absolument pas incriminée. Et ça a son importance parce que vous en doutez bien, il y a de nombreuses procédures en justice qui ont d'ores et déjà été lancées. Le but du NTSB est de faire progresser la sécurité des vols et on n'a plus qu'à attendre désormais leur compte rendu final. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, on a pas mal de vidéos cette semaine qui vont sortir. On va parler de la vente d'hélicoptères français au Maroc, mais également un petit peu de Sukhoi 57 en Algérie mercredi, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, vendredi, nous allons nous questionner sur est-ce que c'est la fin des avions de chasse à cause ou grâce au CCA. Vidéo très importante pour surtout comprendre l'évolution future du combat aérien et comment les Américains vont dissuader les Chinois dans le Pacifique. Mais au-delà de ce théâtre-là, comment l'Europe également pourrait bénéficier de ce type de technologie afin de reconstruire sa dissuasion conventionnelle. Allez, fly safe!